Chantal Delsol, qui va nous rejoindre immédiatement. Voilà, et s'installer au pupitre. Donc, chère Chantal, vous avez écrit, sous prétexte de nous délivrer, nous sommes en train de nous débarrasser des racines mêmes de tout ce que nous aimons. Ce constat, vous l'avez fait dans un de vos ouvrages, L'âge du renoncement. Et pour illustrer ce propos, vous précisez, nous tenons à la dignité humaine inaliénable et nous mettons en cause, pourtant nous mettons en cause la royauté de l'homme qui seul peut la garantir. Cette dignité, cette royauté, vous allez nous en parler dans votre intervention sur la parentalité et sur la filiation. Élève de Julien Freund, vous avez fait des études de philosophie, discipline que vous avez enseignée comme professeur à l'université de Marne-la-Vallée. Vous y avez créé le centre de recherche Hannah Arendt et mis en place un programme de coopération avec les pays d'Europe orientale. Vous enseignez désormais à l'école professorale de Paris, dirigée par Philippe Nemo. Membre de l'Institut, vous avez présidé l'an dernier l'Académie des sciences morales et politiques, dont vous êtes membre depuis 2007. Écrivain, vous avez été traduite en 15 langues. Vos essais de philosophie politique sur la subsidiarité, sur l'autorité, sur l'éducation, et vos romans vous ont valu de prestigieuses distinctions. Je citerai notamment le prix de l'Académie française pour votre éloge de la singularité, et c'est sur la modernité tardive, paru aux éditions de la Table Ronde. Vous avez publié l'an dernier Le Nouvel Âge des Pères, aux éditions du Cerf, où vous dirigez aussi une collection. J'ajoute enfin que vous êtes membre de l'Académie catholique de France depuis 2012. Madame, nous vous écoutons. Merci beaucoup, cher ami. Merci de votre accueil à tous. C'est pas la première fois que je viens dans ce genre d'université d'été ou de réunion. Je suis toujours heureuse de vous rejoindre. Alors, ce que je vous propose comme réflexion autour de la filiation, puisque c'est ça ce que nous avions décidé avec Ludovine de la Rochère, est le fruit d'un travail pour lequel je remercie vivement Christian Flavigny et Elisabeth Montfort, qui ont largement influencé toutes ces réflexions et qui sont finalement à la source de beaucoup de réflexions sur le sujet et dont je m'inspire très largement. Donc je voulais les citer dès le départ, parce que la filiation, c'est une affaire philosophique. Moi, je suis philosophe, mais on peut évidemment, et il faut absolument faire intervenir, bien sûr, des juristes, mais aussi des psychanalystes. Ce qui est le cas des deux personnes que je viens de citer. C'est une affaire, au fond, pluridisciplinaire. Alors, les philosophes ont parfois tendance à tout récupérer, mais au fond, les philosophes ne sont qu'une partie, la philosophie n'est qu'une partie de leur réflexion à ce sujet. Alors, vous vous souvenez sans doute qu'à l'époque de la loi de Taubira, c'est pas si vieux, et juste avant que la loi ne paraisse, la question était, je cite, de faire sortir l'homosexualité du placard. Alors, pour faire cela, on a négligé complètement l'incidence sur la filiation. Et c'est ça qui est finalement très, très important et dont on va parler aujourd'hui. On a, pour ainsi dire, modifié, ou même réellement modifié, des critères anthropologiques, des critères qui régissaient le mariage et qui régissaient l'adoption. On a prétendu que ces modifications étaient sans importance, sans incidence sur les autres familles, ce qui est faux, puisque la conception même de la filiation, et les juristes le montrent bien dans le droit français, a changé, et donc a changé pour tout le monde, au fond. À partir du moment où l'adoption est ouverte à tous, elle perd, dans le cas d'une certaine adoption, je vais en reparler, elle perd son caractère filiatif, et elle devient un recueil d'enfants. Les deux choses sont différentes. Cette conséquence n'a pas été tirée. Alors, l'anthropologie dont il est question ici, dont je vous parle, est une anthropologie, je dirais, simplissime.
C'est-à-dire que c'est vraiment la réalité telle que nous l'avons sous les yeux. Il n'y a pas besoin d'être chrétien, la plupart d'entre vous sont probablement chrétiens ou catholiques même, mais il n'y a pas besoin d'être catholique pour tirer la leçon de cette anthropologie qui est carrément quelque chose d'absolument évident, disons qui déroule des évidences même superfétatoires. Par exemple, ça commence comme ça, l'homme est un être de la nature. Qu'est-ce que c'est la nature? La nature est un mot qui vient du mot naskor, qui signifie naître, provenir. Nous sommes des êtres qui proviennent. Pas besoin d'être grand clair pour le savoir. Donc nous sommes des êtres qui proviennent, des êtres de la nature. Comme nous sommes conscients, nous avons besoin de savoir ce dont nous provenons. Et comme nous sommes conscients et que nous sommes des êtres qui réfléchissent, nous avons besoin de le symboliser. Tout ça est simple, tout ça est évident. Nous ne sommes pas des dieux, l'homme n'est pas un dieu, quelqu'un qui trouve sa raison en soi-même. Je dis cela au début parce qu'on va voir que les enfants le savent bien, cela, ils le savent intuitivement. Donc nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des êtres généalogiques. C'est-à-dire que nous trouvons notre raison, ce dont nous provenons, dans une filiation qui nous précède. Et ceci est une évidence. Nous sentons que nous sommes finis. L'enfant sent qu'il est fini. Il sent qu'il provient, il sait qu'il provient. Il y a un horizon de génération. Et il lui faut savoir d'où il provient. En même temps, il sait qu'il appartient à un sexe et non pas à l'autre. Il sent qu'il est incomplet, car c'est ça, être sexué, c'est être incomplet. Nous sommes tous des humains, mais nous sommes des humains incomplets, puisque seuls les deux sexes manifestent l'humanité dans sa totalité. Et évidemment, comme l'enfant sait qu'il est un être sexué, eh bien, il lui faut connaître l'étendue de ce manque. Alors, ça ne sert à rien de tenter de masquer à l'enfant cette finitude, c'est-à-dire cette finitude au sens de la généalogie dans le temps, et puis cette finitude au sens de l'incomplétude dans le sexe. Ça ne sert à rien de essayer de lui masquer cela, parce que ce mensonge, ça ne marcherait pas et ça le rendrait fou. Lorsqu'on dit parents au pluriel au lieu de père et mère, eh bien, on annule la différence entre les sexes et finalement, on prive l'enfant de la reconnaissance de l'incomplétude qu'il ressent. Il la ressent. Au fond, il sait très bien que l'espèce humaine se conjugue sous les deux modes. Il le voit sous ses yeux, sous les deux modes homme et femme. L'humanité n'est compréhensible que si on les regarde tous les deux ensemble et tous les deux distincts. Et l'enfant le sait. Pierre Legendre, le plus grand anthropologue que nous ayons aujourd'hui vivant en France, qui malheureusement ne sort pas de chez lui, mais enfin, il faut lire ses livres. Pierre Legendre appelle cela un noyau dur de la raison, je le cite. Un noyau dur de la raison, ça veut dire que toute raison le sent. Et c'est un noyau dur parce que c'est incontournable, comme on dit maintenant, le mot incontournable, ça veut dire que vous pouvez toujours essayer de sauter par-dessus, vous ne pourrez pas vous en passer. Alors on pourrait dire aussi que l'indistinction des sexes renvoie à un état archaïque. Il peut exister dans l'histoire très très ancienne, des moments archaïques où les êtres sont indifférenciés, en tout cas moins différenciés qu'aujourd'hui. Ils n'existent pas chacun en tant que tels. Les anthropologues appellent ça aussi un état holiste, du mot tout, holos, du mot grec tout, qui signifie que les individus sont noyés dans un tout. Ils n'existent pas en tant que tels. C'est un état tout à fait archaïque. Il y a une volonté aujourd'hui d'indistinction qui peut nous faire penser à un retour à cet état archaïque. Il est vrai aussi que lorsqu'on parle de parents au pluriel, il y a une volonté qui, à mon avis, est une volonté assez normale, de vouloir faire sortir les femmes de l'état d'immaturité dans lequel elles se trouvaient et, au fond, où le droit les avait mises.
Le Code civil a commencé à parler de 2 époux pour marquer que le père et la mère ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, évidemment, ça va ensemble. Mais ici, comme presque partout, d'ailleurs on pourrait citer d'autres cas, après avoir voulu supprimer des hiérarchies qui étaient injustifiées, je pense que ce n'était pas justifié que d'établir que la femme était immature, eh bien on est tombé immédiatement dans l'extrême inverse, c'est-à-dire dans l'indifférenciation, ce qui n'est pas du tout, évidemment, une bonne affaire. L'enfant se sent piégé si on essaie de lui faire croire qu'il est le fruit d'un désir tout-puissant des parents. Il sait que ce n'est pas vrai. Il sait que c'est faux, il sait qu'il est le fruit de la finitude, parce qu'il a des ancêtres, et de l'incomplétude, il est le fruit de son père et de sa mère, qui sont des êtres incomplets. Alors, il s'agit simplement pour nous d'essayer de montrer, chose qui est une évidence, mais bon, il s'agit maintenant de montrer les évidences, c'est là que nous en sommes, dans le temps présent, que les parents ne jouent pas seulement un rôle éducatif pour l'enfant. C'est là que je veux en venir. Le rôle éducatif, naturellement, est évident, important, primordial, essentiel, mais ils enracinent l'enfant dans ses origines et dans la filiation. Et ça, c'est extrêmement important. Ceux qu'on appelle les parents sont d'abord ceux qui indiquent une origine, qui disent à l'enfant, voilà ce qui s'est passé avant ta naissance, à partir de gens qui maintenant sont tes parents. Et tu es venu de là, de cette histoire très très longue, indiquer une origine, fut-elle d'ailleurs une origine symbolique en cas d'adoption, je vais en reparler après. Les parents, autrement dit, ne sont pas seulement des éducateurs. J'entends les parents biologiques. Ils sont des éducateurs, mais ils sont aussi cela, et peut-être même, est-ce plus important encore, très difficile évidemment. Si on tient compte seulement de l'éducation, on annule le naturel. Il y a une grande mode aujourd'hui qui consiste à essayer d'annuler ce qui est naturel et de ne faire plus que du construit, plus que du culturel. Et oui, parce que le construit, il vient de nous. Nous en sommes les maîtres. Le naturel, nous ne le maîtrisons pas forcément, et en tout cas, au départ, nous n'en sommes pas les maîtres. On essaye de nous dire que les parents sont uniquement des gens qui éduquent. Et comme ça, évidemment, tout est, à la limite, beaucoup de choses seraient possibles. Davantage de choses seraient possibles. Les parents sont peut-être d'abord ceux qui indiquent une origine symbolique. Il faut bien voir que la procréation est autre chose que la production. Or, quand on nous dit que les parents sont seulement des éducateurs, ça veut dire que les parents, au fond, seraient capables, entre guillemets, de produire l'enfant. La procréation est le fruit de l'incomplétude partagée des deux sexes, tandis que la production est l'effet du seul désir, le résultat du seul désir, ce qui est évidemment très différent. Sur le plan psychologique, la question que l'on pose à l'enfant n'est pas l'homosexualité des adultes qui l'élèvent. La capacité d'éducation des 2 adultes homosexuels n'est pas en cause. Je ne pense pas qu'en tout cas, elle n'est pas en cause ici. On pourrait peut-être en parler d'une autre façon, mais c'est une autre question. Ce qu'il faut, c'est d'abord distinguer l'éducation et la filiation. Sur le plan éducatif, un enfant peut par exemple être mieux éduqué par un beau-père présent et aimant et impliqué que par un père absent et indifférent. Pourquoi pas ? Mais sur le plan de la filiation, l'enfant n'a jamais qu'un seul père, alors qu'il peut avoir des beaux-pères successifs. La filiation repose sur un scénario psychique qui inscrit l'enfant dans une lignée généalogique. Et la filiation suppose une logique qui établit celle de la généalogie de la Genèse. Généalogie vient de Genèse. C'est une référence à l'enfantement. Alors, l'union de l'homme et de la femme, qui deviennent son père et sa mère, est le socle pour établir une raison d'être, parce que l'enfant se demande d'où il sort, se demande quelle est sa raison d'être, pourquoi il est là. C'est assez logique. Et ça, c'est le fondement de son identité personnelle. La loi
la loi que nous avons maintenant entre les mains ignore les fondements psychiques de la vie de l'enfant. La filiation est le principe régulateur de la vie familiale qui pose les interdits. Ça, les psychiatres et les psychanalystes le montrent bien. Les interdits, à commencer par l'interdit de l'inceste, et qui fait intervenir le principe anthropologique d'une transmission entre les générations. L'enfant sait d'où il vient quand il a une famille, une généalogie qu'il connaît. Il sait d'où il vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il connaît sa dette. Car nous avons tous des dettes que nous trouvons à la naissance. Il ne faut pas croire, comme le dit la Vulgate actuellement, que nous n'avons de dettes que celles qui proviennent des contrats que nous avons signés. C'est absolument pas vrai. Il y a aussi les dettes qui proviennent de nos contrats, des contrats que nous avons signés, comme par exemple le mariage, c'est un contrat que l'on signe, qui engendre une dette. Mais il y a beaucoup de dettes aussi qui sont des dettes que nous trouvons dans notre berceau. Ce sont même des dettes impayables, par exemple vis-à-vis de nos parents. Donc l'enfant sait d'où il vient, ça veut dire l'enfant connaît sa dette. Il sait qu'il ne s'est pas fait lui-même. Il le sait. Ce n'est pas la peine de lui raconter qu'il est un dieu. Il sait qu'il n'est pas un dieu. Vous allez en faire un fou si vous prétendez qu'il est un dieu. Parce qu'il ne vous croira pas. Il va avoir dans sa tête des contradictions qui vont se développer. D'où le fameux, d'ailleurs, t'as rien à dire, t'es pas mon père. Je sais d'où je viens. Je sais qui est mon père. En tout cas, je sais que j'ai un père ailleurs, et je sais que ce n'est pas toi. Autrement dit, je n'ai pas de dette vis-à-vis de toi. C'est ça que ça veut dire. La filiation est une dette, et l'enfant ne peut grandir qu'en la connaissant. Alors, on peut dire que la transmission du lien de filiation est plus importante, peut-être, à travers le rôle joué par les parents, que la tâche éducative elle-même. Probablement, d'ailleurs, fait-elle partie de la tâche éducative. Mais la tâche éducative peut être accomplie par d'autres. Tandis que le lien de filiation, c'est encore autre chose. Alors, que va-t-on faire lorsque le lien de filiation est inconnu ou lorsqu'il est coupé? Et je voudrais revenir à ça parce que nous avons un problème dans nos sociétés, c'est de considérer que l'exception n'existe pas. Je vais en parler. Il y a des enfants sans père. Sans mère, c'est plus compliqué, mais ça existe aussi, accouchement sous X. Alors, on va arguer de ces exceptions pour tirer des règles. Et vous le voyez aussi à travers toutes les questions du transgenre, par exemple. Eh bien, cette exception existe aussi, donc ça doit être développé en généralité. On fait comme ça pour toutes les questions sociétales. C'est-à-dire que l'exception devrait légitimer la règle. Vous voyez bien. Hein. C'est-à-dire qu'on part du fait d'un enfant sans père en disant, vous voyez, il y a des enfants sans père, ça existe, donc ça peut être reproduit. Ce qui est quelque chose, un raisonnement, à mon avis, tout à fait ahurissant. Le fait de penser d'abord que le fait de devenir un droit, ce qui est tout à fait affolant, parce que c'est du positivisme juridique, ça veut dire ce qui existe est bien, c'est fou. Tout ce qui existe n'est pas légitime. Et puis aussi, c'est le fait de penser que, puisqu'il y a des exceptions comme cela, on peut fabriquer des exceptions. Ce qui est fou. Les exceptions, on les prend en charge, mais ce ne sont pas forcément des bonnes affaires. Nous avons adopté, mon mari et moi, un enfant qui venait de la guerre, un enfant là-haut, qui s'était enfui de la guerre. Alors, ça ne s'est pas trop mal passé, c'est toujours assez compliqué, mais on pourrait dire à ce moment-là, moi je pourrais dire, écoutez, c'est tellement formidable cette affaire d'adoption d'un enfant qui vient de la guerre qu'on va maintenant fabriquer des guerres, hein. On va faire des guerres pour avoir des enfants. Voilà, on peut, vous comprenez? Non, je dis, les guerres sont quelque chose d'affreux, l'exil des enfants après les guerres c'est quelque chose d'affreux, on récupère ces exceptions comme on peut, et ça reste des exceptions, et ce ne sont pas des choses normales. Hein. On fait ce qu'on peut avec, on essaie de fabriquer de l'amour quand même, on y arrive. Hein. Mais on ne va pas non plus provoquer ce genre de choses, vous comprenez? On ne va pas les provoquer sous prétexte qu'elles existent. Hein. Il y a des comportements, il y a des exceptions auxquelles il faut faire face.
Mais pour autant, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de légitime. Or là, vous voyez bien qu'on va créer juridiquement des enfants sans père ou sans mère, même, pour le désir des grandes personnes, des personnes adultes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les cas d'exception? Enfant sans père ou sans mère, enfant adopté. Alors, il y a deux choses. D'une part, on sait qu'il s'agit d'une situation malheureuse, qui est vécue comme telle, et qu'on ne va pas reproduire à plaisir. Autrement dit, ce n'est pas la loi qui va créer des situations d'exception, des situations malheureuses. Et c'est effectivement ce qui se passe ici quand la loi décide de fabriquer des enfants sans père et sans mère. C'est-à-dire qu'ici, la carence d'un parent va être organisée et en plus tamponnée, validée par la société. C'est ça qui est terrible pour l'enfant. On va fabriquer ces enfants pour le plaisir du parent. Mais d'autre part, quand un enfant est adopté à la suite d'une circonstance exceptionnelle et malheureuse, on va adopter, et ça c'est une chose très importante, ce qu'on appelle le principe de vraisemblance. Le principe de vraisemblance permet de constituer une vie familiale sans la référence, qui est évidemment pourtant précieuse, mais là on ne l'a pas, au lien charnel de l'engendrement. C'est-à-dire que la filiation n'existe pas, mais il faut au moins qu'elle soit crédible. Je n'ai pas eu de parents, j'ai été adopté par un père et une mère, ça pourrait être mes parents. Vous voyez, ils pourraient être mes parents, c'est crédible. Ça veut dire que ma mère, quand elle m'a adopté, n'avait pas 80 ans, elle avait 35 ans, elle pourrait être ma mère. Mon père et ma mère adoptifs sont un homme et une femme, ils auraient pu m'avoir comme enfant. Tout ça est crédible. C'est très important dans la tête de l'enfant, pour le symbole. Dans le cas du couple de même sexe, le problème de l'enfant, c'est que la filiation adoptive n'est pas crédible. Le père et le père, ou la mère et la mère, n'auraient pas pu porter sa filiation de façon crédible. Il n'y a pas de vraisemblance. Vous allez voir que cette affaire de vraisemblance a été utilisée d'une autre façon historiquement. Aujourd'hui, donc, quand nous avons un cas d'adoption par un couple de personnes du même sexe, on délivre à l'enfant un message truqué. On lui dit qu'avoir deux papas ou deux mamans, c'est pareil qu'avoir un père ou une mère. C'est-à-dire que sa vie psychique est privée d'une référence fondatrice à l'enfantement. L'enfant peut très bien comprendre que la personne qu'il aime, la personne qu'il élève, n'est pas son père ou sa mère biologique, ça il le comprend très bien. Mais à condition qu'on ne cherche pas à accréditer l'idée qu'il s'agit de son deuxième parent. Il y a là une sorte de forcing juridique ou psychologique, les deux, un brouillage volontaire des repères de filiation qui provient du fait qu'on a instauré en fait un droit à l'enfant. J'ai droit à un enfant. Si vous voulez, on ne peut pas institutionnaliser comme parental, entre guillemets, des situations qui contreviennent à l'enfantement, à savoir une mère célibataire, ou une mère ou un père célibataire, une union de même sexe ou une union de personnes qui ont dépassé l'âge d'enfanter. Il suffit de se souvenir de l'affaire des marraines de guerre, auxquelles on avait permis l'adoption plénière. Je vais y revenir une minute, mais l'adoption plénière établit une filiation symbolique, évidemment, une filiation. Et par conséquent, avec une marraine de guerre, on perdait la référence à l'enfantement vraisemblable. La loi cautionnait une adoption qui prétendait avoir une valeur filiative pour l'enfant, mais d'une façon juridiquement bancale, puisqu'il y avait une filiation maternelle, mais pas paternelle. Et complètement, donc, psychologiquement fragilisée, c'est évident, puisqu'il n'y avait pas de référent paternel. Il faut se souvenir, c'est ce qu'ont bien mis en valeur les juristes, dont je parlais tout à l'heure, au début, qu'aucun conseil de famille français n'a attribué en adoption un enfant pupille de la nation à une personne adoptant seule.
parce que les juristes savent bien que cette affaire de vraisemblance est très importante. Et alors, il y a donc une très grande différence, et c'est là qu'on peut comprendre cette espèce de débat complètement hystérique qu'il y a eu autour du thème « Les autres pays l'ont fait, on peut le faire ». Une différence très grande entre adoption simple et adoption plénière. L'adoption simple est une adoption recueil d'enfants. Je recueille un enfant. Ce n'est pas pareil que de dire « cet enfant devient symboliquement mon fils ou ma fille ». La France a voulu appliquer des pratiques qui étaient notamment des pratiques américaines, d'adoption par deux personnes de même sexe, d'où ces débats dont je vous parlais à l'instant, sous prétexte que c'était un progrès de faire pareil que l'Amérique du Nord, par exemple. Mais dans ces pays, l'adoption n'est pas filiative, c'est une adoption recueil d'enfants, ce qui vous permet de comprendre comment, parfois, vous voyez sur Internet des histoires absolument à dormir debout, hallucinantes, du genre la famille Intel, la famille Smith, je ne sais pas, aux États-Unis, a renvoyé un enfant qu'elle avait adopté parce que cet enfant ne lui plaisait plus ou parce que cet enfant était insupportable, et au fond elle l'a renvoyé à l'organisme qui lui avait confié. Alors on se dit mais les Américains sont fous en fait. Non, c'est pas exactement ça, même si c'est évidemment tout à fait bizarre, hein. Mais il s'agit d'adoption de recueil d'enfants. Alors vous allez me dire, même dans un cas de recueil d'enfants, c'est bizarre, bien sûr, je suis d'accord, mais c'est quand même pas tout à fait pareil, hein. Vous recueillez un enfant, ce n'est pas votre fils symbolique, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Donc, les adoptions qui sont faites, pour parler de l'Amérique du Nord, par des couples de gens du même sexe, sont ce qui équivaut chez nous à des adoptions simples, c'est-à-dire à des adoptions recueil d'enfants. La législation de l'adoption par une personne seule ou par des unions de même sexe ne peut pas être filiative, parce que symboliquement, ce n'est pas possible. Alors, il faut, je dirais cela en terminant, qu'il ne faut pas parler de mariage homosexuel comme on le fait. Il faut plutôt parler d'un mariage entre deux personnes du même sexe. Parce que quand nous parlons de mariage homosexuel, nous tombons dans le panneau qu'on nous tend, d'une certaine manière. On a tendance à mettre en avant l'orientation sexuelle pour occulter l'existence du sexe. Parce que forcément, l'orientation sexuelle, c'est construit, c'est culturel, c'est volontaire, enfin, à vrai dire, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut l'être, tandis que le sexe, c'est naturel, hein, ça n'est pas volontaire, au moins en principe. Sylviana Gacinski, qui n'est pas coupable d'appartenir à la Manif pour tous, hein, dit que le constructivisme, c'est ça. Hein. Je la cite, « Les genres dépendent de la diversité des conduites sexuelles sans rapport avec la distinction homme-femme. » Vous voyez ? Donc, le droit se construit non pas autour de l'orientation sexuelle, mais autour de la sexualité. Hein. Autour du sexe, pardon, autour du sexe qui est naturel. Agacinski explique que c'est une fiction de construire du droit à partir de l'orientation sexuelle. Ce n'est pas le type de sexualité qui fonde le mariage, mais c'est bien le sexe. Donc il faut faire attention à utiliser les bons mots. Alors, le passage de la parenté à la parentalité, hein, eh bien, c'est la dissociation ou la recherche de dissociation entre l'engendrement et l'éducation. Et donc, c'est l'abandon de l'importance de l'engendrement. Je crois que pour nous, c'est très important d'appuyer là-dessus, sur l'engendrement et la filiation. Parce que c'est ça qui, au fait, au départ, construit un enfant. La parentalité signifie, quand on parle de parentalité, ça signifie qu'être parent, c'est seulement une responsabilité éducative. Mais être parent, c'est aussi un état. Ce n'est pas seulement une action, c'est aussi un état. Et les fonctions paternelles et maternelles, nous le savons bien, ne se confondent pas, même si les tâches peuvent se confondre. Mais c'est différent, hein, les tâches et les états.
On pourrait parler aussi de fonction et de rôle. Bon, ce serait une autre question. L'enfant trouve son origine psychique dans la différence des fonctions symboliques. Donc, c'est très important pour nous de parler de parenté davantage que, je crois, que de parentalité, parce que c'est très important d'indiquer à l'enfant une origine. Donc, j'insiste pour dire que l'importance de la filiation, enfin la filiation est absolument essentielle pour nous, et donc il faut essayer constamment de le dire et d'essayer de l'expliquer aussi autant que l'on peut. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est nous, chère Chantal, qui vous remercions pour cette intervention. J'en ai retenu en fait quelques points. Donc en vous fondant en fait sur la philosophie et sur l'anthropologie, vous avez dénoncé la tendance actuelle à annuler le réel. Tout n'est pas culturel, avez-vous dit, tout ne dépend pas de l'éducation. Vous avez souligné en conséquence que l'enfant a besoin pour s'édifier, pour être édifié, de repères et de repères sexués. L'enfant s'enracine dans une filiation, c'est une évidence que la loi ne peut nier, puisqu'il faut aujourd'hui, avez-vous dit, rappeler des évidences. C'est une réflexion qui est au cœur du message de la Manif pour tous, et nous vous en remercions.